Bonjour à tous, vous m'entendez? Tout va bien? Je prends la suite de Bella. Merci beaucoup pour ce discours qui, je pense, va nous faire réfléchir, tous et toutes. Merci à tous d'être avec nous ici en ligne. N'hésitez pas à nous faire part de vos questions, si cela vous inspire des réflexions, des questionnements, de les poser via le chat, et puis on les fera remonter en fin de première conférence. Donc je vais introduire très brièvement la suite du programme. Donc cette première conférence qui est plutôt axée sur des questions d'accessibilité. Donc je salue de loin nos deux invités du jour, donc Cindy Lebas qui est docteur en muséologie, chercheuse indépendante et fondatrice de l'association Métis, et qui sera accompagnée également de Mathilde Tessier, qui est, elle, en charge de la médiation et référente accessibilité au Musée de la Marine à Paris, qui a réouvert en 2023, comme vous le savez sans doute. Alors cette question d'accessibilité à Lille, bien sûr qu'on est concerné depuis longtemps. On a tous ici la conviction que le musée de demain devra être plus durable, certainement, mais aussi plus inclusif. Et c'est pour cela qu'on doit, dès aujourd'hui, et grâce à ce workshop notamment, nous allons essayer d'apprendre à penser autrement, penser différemment nos projets dès leur conception, et essayer d'identifier ensemble quelques leviers qui vont nous permettre d'attirer plus de public. Alors quand on dit plus, on n'est bien sûr pas sur la question de la quantité, mais plutôt sur la question de la diversité, vous l'aurez compris. Donc chaque nouveau projet, chaque décision que l'on va prendre, chaque nouvelle idée, maintenant, c'est indispensable qu'elle soit pesée, analysée, testée au regard de plusieurs indicateurs qualitatifs et quantitatifs. Et ces indicateurs, on ne peut pas nous-mêmes les inventer. On doit travailler ensemble avec des professionnels, des spécialistes qui côtoient ces publics qu'on dit soit éloignés, soit empêchés. Donc on parle bien sûr de situations de handicap, mais pas que. Il y a un spectre beaucoup plus large de publics. C'est un cheminement qui va prendre du temps, qui peut être vécu comme une contrainte, mais qui généralement engendre des méthodes de travail beaucoup plus créatives, imaginatives et originales. Et on l'a remarqué au gré de nos différents projets, lorsqu'on travaille un projet, une idée, un outil, un dispositif en direction d'un public cible, très vite, quand on le met en œuvre, on se rend compte qu'il touche un public beaucoup plus large que celui auquel on a pensé au premier abord. On l'a encore vécu ici très récemment avec un livret de visite sur l'exposition Expérience Raphaël que l'on présente actuellement. Parce que le musée, il conditionne bien sûr le rapport de l'individu à l'œuvre d'art, mais il impacte aussi l'individu dans son rapport aux autres et dans son rapport à l'environnement. Et donc si l'environnement du musée lui apparaît d'emblée comme inadapté, ce visiteur-là, il va s'exclure. Il va s'exclure lui-même de l'expérience qu'on lui propose. Alors que si on lui souhaite la bienvenue, s'il se rend compte qu'il est lui-même le bienvenu et qu'on lui propose des outils adapté, eh bien, il va pouvoir lui-même tracer sa propre trajectoire en lien avec les autres visiteurs, en lien avec le lieu et se rattacher à une communauté, à un groupe. Et c'est en cela que le musée peut aider à faire société. Donc ce que nous vous invitons à faire aujourd'hui avec cette première conférence, eh bien, c'est justement de dépasser tous ces a priori, d'exprimer des questionnements communs, de les partager et si possible, c'est ce qu'on va essayer de faire, de les dépasser collectivement grâce à un certain nombre de rappels que Cindy Lebas va nous exposer, quelques concepts essentiels, mais aussi grâce au retour d'expérience de Mathilde Tessier qui a elle-même énormément œuvré pour la mise en place du nouveau parcours de visite qui est proposé au musée de la Marine, et ce musée qui a été justement remarqué pour sa politique d'accueil qui se veut universelle. Donc voilà, on vous propose de nous mettre ensemble en route sur le chemin de ce changement et de porter donc tous ensemble avec force et enthousiasme la construction de musées plus ouverts et plus inclusifs. Je cède la parole à nos deux intervenantes. Merci. Bonjour, je ne sais pas si vous m'entendez. Bonjour à tous.
Alors, le dispositif est un peu perturbant parce que je ne vous vois pas. Mathilde, est-ce que tu souhaites commencer? Oui, tu m'entends, donc c'est déjà bien. Ah, Ce qui veut dire qu'a priori, le reste de la conférence est bien avec nous. Je vous propose de partager un petit diapositive que nous avons préparé avec Cindy pour exposer notre propos. Donc, je prends juste un instant pour partager l'écran. Je demande un instant. et j'en profite pour remercier évidemment le Palais des Beaux-Arts de Lille pour l'invitation et l'organisation de ce webinaire, et puis toutes les personnes présentes, même si on ne vous voit pas. Hop. Alors, pardonnez-moi, je le mets en plein écran, ce sera plus agréable. Donc, on a eu une belle introduction. Merci, merci beaucoup. Bah, peut-être, je ne sais pas si tu veux commencer directement dans le vif du sujet, Cindy, pour aborder. Donc, ça nous paraissait important de démarrer par le contexte, hein, tout simplement. Donc, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites tout à l'heure concernant l'accessibilité enfin, le numérique, pardon, et la partie plus écologique. Donc là, on va plutôt rentrer, comme ça a été dit Voilà. tout à l'heure, sur la partie des publics et de l'accessibilité. Donc ça nous paraissait important de reposer les bases. Donc peut-être, Cindy, je peux te laisser la main sur cette première partie. Merci Mathilde. Alors effectivement, donc je vais me permettre de commencer tout simplement pour resituer un petit peu de quoi on parle dans cette première session, enfin dans cette session dédiée à la question de l'accessibilité. Accessibilité numérique. Quand on parle d'accessibilité, on parle principalement, mais pas uniquement, on parle principalement de handicap. Donc je me suis permise de simplement mettre une définition du handicap qui est celle de la loi de 2005, la loi pour l'égalité des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Donc cette loi, elle a l'avantage de poser une définition qui nous permet de mettre l'accent sur la diversité des situations existantes, puisqu'elle cite différentes catégories de handicap. Donc, elle parle d'une altération des fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. Donc, elle montre la diversité des réalités qui se cachent derrière ce terme handicap, d'une part, et d'autre part, elle permet de nommer, en fait, elle pose des catégories. Ces catégories qui sont basées sur une déficience, qui sont citées dans cette définition. Donc cette définition, elle est importante puisqu'elle permet de nommer, elle permet d'objectiver des réalités. Et pour autant, évidemment, ces catégories ne suffisent pas même pour penser le handicap, et la loi le rappelle très explicitement puisqu'elle parle d'une participation à la société, subit dans son environnement cette façon de penser le handicap qui est évidemment importante pour penser la puisque si on pense que l'environnement est responsable du handicap, en conséquence, l'adaptation de l'environnement, donc l'accessibilité, va permettre d'apporter des réponses. Maintenant, essayons d'y voir plus clair sur précisément le lieu qui nous intéresse, l'environnement qui nous intéresse, à savoir celui des musées, celui créé par les musées pour accueillir ces visiteurs, tous les visiteurs, dont font partie du coup les personnes évoquées dans cette définition de la loi. Donc là, je vous ai mis un petit graphique issu d'une étude que j'ai menée en 2023 avec la collaboration de Jean-Jacques Villaret et avec le soutien du LABEX ICA, qui portait sur la prise en compte du handicap dans les organisations muséales en France. Donc une enquête quantitative d'un peu moins de Rome. Et donc, on voit clairement que
sur l'ensemble, là, on est sur des, des statistiques qui sont voilà, générales. Et là, je vous ai mis un graphique qui concerne spécifiquement la déficience visuelle. Et on a globalement moins d'un tiers des musées qui proposent des dispositifs d'accessibilité, sachant que d'une part, on est sur du déclaratif et d'autre part, on a, avec ces chiffres, aucune idée de l'état des dispositifs cités, leur présence effective dans les collections, leur maintenance et le nombre de dispositifs présents dans les musées. Donc, on voit que globalement, le musée crée un environnement peu accueillant pour les visiteurs en situation de handicap. Évidemment, c'est un constat à l'échelle très, très globale. Et justement, cette intervention à deux voix avec Mathilde Tessier du musée de la Marine vient justement montrer un exemple inspirant qui nous montre des possibilités concrètes pour rendre un établissement muséal accessible et surtout accueillant pour tous et toutes. Voilà, je te laisse la parole, Mathilde, si tu veux poursuivre. Oui, en effet, c'est vrai que voilà, on est parti aussi de ce constat. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas le Musée national de la Marine, on a été fermé donc pendant 6 ans pour une rénovation totale, à la fois bâtimentaire et scénographique. Et donc, du coup, on est un musée à Paris, place du Trocadéro, comme vous le voyez par cette belle image avec la Tour Eiffel. Et donc, voilà, aujourd'hui, on a un nouveau parcours qui a été proposé avec des escales et des traversées, donc qui sont l'équivalent de studio et de galerie, hein, pour tirer les choses rapidement. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail, mais globalement, on présente des collections autour de la marine et donc pas du tout autour des fonds marins type on n'est pas un aquarium, voilà. Je préfère le préciser parce que c'est vrai qu'on nous pose régulièrement la question. Donc on est vraiment un musée d'histoire de la marine dans tous les sens du terme, avec à la fois une partie sur l'économie maritime, bien sûr la marine militaire, les beaux-arts en lien avec la mer. Voilà, donc c'est un musée assez protéiforme. Et la volonté, du coup, qui s'est aussi dégagée du travail de l'architecte, a été de proposer un musée très, très immersif et d'intégrer donc des grands dispositifs numériques que je vous présenterai tout à l'heure. Et également, au sein du parcours, pour accompagner le visiteur en autonomie, des dispositifs à la fois numériques et low-tech, donc cette fois des manips, pour tous les visiteurs. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir contribuer dès les débuts de la réflexion aux questions à la fois de médiation et d'accessibilité, ce qui a permis d'avoir voilà, ce que nous on appelle une chaîne d'accessibilité le plus favorable possible. Bien sûr, on ne peut pas faire du 100%. On questionnera un peu tout ça aujourd'hui. Mais voilà, pour vous donner déjà le contexte dans lequel je suis intervenue. Et donc, pour toujours parler des publics et de l'accessibilité, ça me paraissait important de vous indiquer notre méthodologie. Donc, on a essayé au maximum d'impliquer les publics, notamment d'accessibilité, mais pas uniquement. Mais comme c'est ça qui nous concerne aujourd'hui, je vais vous parler particulièrement de ça. Donc, on a mis en place plusieurs tests usagers qui se sont appelés des comités d'usagers. Donc, notre service, le service médiation, en lien avec le département marketing du musée, qui a un observateur des publics. Et donc, ces dispositifs-là ont été testés au fur et à mesure avec des publics concernés par des difficultés, donc avec des situations de handicap variées, pour valider l'approche physique des dispositifs, mais aussi l'approche des contenus, des fonctionnalités, etc. Donc ça a mené à beaucoup de réflexions, beaucoup de réaménagements, et c'est très vite posé la question de quand mettre en place ces tests pour que ce soit efficace. Donc ça, c'est un point qui est important à savoir, c'est que on ne peut pas intervenir n'importe quand au niveau des tests usagers, puisqu'il faut que ce soit assez tard dans la production du numérique pour qu'on ait quelque chose de tangible à tester, et en même temps assez tôt pour qu'on ait encore des possibilités de modification et qu'on ait des possibilités d'action. Donc ça a été un peu toute une réflexion qu'on a menée avec notamment les sociétés de production et le scénographe. Et donc, ça a mené à travailler plutôt en phase, ce qu'on appelle, nous, en APD et DCE. Donc, avant-projet définitif, et DCE, je vais m'abstenir parce que je ne sais jamais le sigle, mais en tout cas, c'est avant l'exécution définitive des travaux.
Et donc, on a aussi une volonté qui est de toucher des publics variés, puisqu'on le sait, en fait, il y a des publics qui sont totalement habitués à l'approche muséale et aux dispositifs en fait d'accessibilité et qui sont donc, toujours concernés par le handicap. Donc, c'était important pour nous d'avoir à la fois des publics concernés, qui connaissent très bien les musées, qui savent utiliser les dispositifs tactiles, numériques, etc. qu'on leur propose, et en même temps toute une part de public qui n'est pas du tout habitué. Un exemple tout simple, la méthode Falk, par exemple, qui est du coup pour le handicap mental, le facile à lire et à comprendre quand il est bien connu par les testeurs. Voilà, vous avez des facilités d'interaction avec le dispositif, c'est plus facile pour vous de comprendre le contenu, donc on peut avoir un point de vue un peu biaisé ou alors une représentativité qui soit pas assez globale pour nous en tout cas. Donc on a fait vraiment attention à ça. Alors avec un point de difficulté bien sûr qui était le recrutement des publics, puisque forcément les publics qui connaissent le musée de la Marine et qui sont habitués à la pratique des musées, ils sont faciles à toucher, soit par des collègues homologues, soit par notre base de données directement. Mais les publics qui ne sont pas habitués à la pratique, c'était un peu plus complexe. Donc on est passé par les réseaux sociaux. Puisqu'il faut savoir que le handicap est très solidaire. Les personnes en situation de handicap sont très solidaires et ont beaucoup de groupes d'entraide, notamment sur Facebook, pour ne citer que celui-là. Et donc, du coup, on a fait ce recrutement via des petites annonces par-ci, par-là. Pour recruter ces publics. Donc, ce qui a mené à des tests avec 3 comités dédiés au handicap visuel, où on a potentiellement renouvelé les testeurs au fur et à mesure, 2 comités avec le handicap mental et un comité qu'on a voulu un peu plus inclusif dans l'approche parce que du coup c'était pour les publics adultes et jeunes adultes, donc on avait des personnes avec et sans handicap auditif, donc des publics sourds pour les personnes concernées par le handicap auditif. Voilà pour ça. Et donc ça a été aussi une information importante pour vous si vous travaillez sur la production d'outils numériques. Ça a été aussi pour nous un vrai outil de sensibilisation pour les sociétés de production qui ne connaissaient pas très bien ou voire pas du tout le handicap, qui voilà, se demandaient où mener nos propositions un peu farfelues parfois de leur point de vue. Et ils ont été très à l'écoute et dans l'accompagnement, mais je pense que ça a finalisé cette meilleure compréhension des besoins dans le cadre d'un environnement numérique. Voilà pour ce que je pouvais dire de l'accessibilité et des publics. Cindy, est-ce que tu veux compléter? Alors, je pense que tu peux avancer sur la slide suivante et Oui, j'interviendrai après. Ouais. Ok. Donc, on s'est posé la question en préparant cet échange sur voilà, est-ce que le numérique peut vraiment optimiser l'expérience du visiteur en situation de handicap? Donc, là aussi, je vais continuer sur l'exemple du musée où on a souvent, en tout cas moi dans ma carrière, j'ai souvent rencontré l'approche de on va penser souvent très rapidement à la solution avant de penser à la pratique des publics. Et alors, j'ai pas d'études réellement théoriques là-dessus. On en a un peu discuté avec Cindy, mais on se rend facilement compte que voilà, il y a des habitudes, il y a des pratiques de visite qui sont menées par certains publics en situation de handicap, et que par exemple, moi j'ai été confrontée à ça, les personnes en situation de handicap visuel n'ont pas tous l'envie de pratiquer le tactile, l'approche tactile, pour une personne qui est nouvellement en situation de handicap visuel du fait d'un diabète, par exemple, a une vraie difficulté sensorielle d'utiliser ses mains, en fait, l'approche du toucher, voire des douleurs à ça, et en plus n'est pas habitué à cette pratique. Donc la lecture tactile n'est pas efficace. Donc c'était important pour nous de se questionner sur quelle est la véritable pratique des visiteurs pour varier les approches globalement. Je ne sais plus si j'en parle un peu plus tard, mais je peux en parler maintenant aussi sur la façon d'aborder le contenu, sur le fait de mobiliser différents registres de visiteurs. Alors, c'est des registres qui sont abordés par Jacqueline Edelman dans un ouvrage, voilà, sur par exemple l'approche émotionnelle, l'approche éthique, l'approche de la familiarité, etc. Donc, on a vraiment eu ce questionnement-là dans la conception du parcours. Et également, pardon, je me perds un peu parce que je vous parle de plein de choses. Pour justement donc répondre à ces différentes approches, on a voilà, des dispositifs, je vous en ai donné un petit aperçu ici. On a favorisé des outils qui permettent l'autonomie, qui vient compléter en fait une médiation humaine qui là va pouvoir accompagner
avec plus de proximité les publics. Mais voilà, donc dans l'approche de l'autonomie, alors même si bien sûr, l'autonomie, on en parlera, elle est toute relative, hein. On n'a pas pu mettre en place, par exemple, une bande podotactile dans l'intégralité du parcours. On n'a pas pu, voilà, on sait que l'autonomie voilà, reste à questionner, mais une fois face à l'objet, que le public puisse s'en servir le plus facilement possible. Donc ça, c'était un premier point pour nous. Et donc, nous avons d'un côté des audiovisuels donc, qui sont présentés à gauche. Donc, un certain nombre sont traduits en LSF. Donc, les sous-titres sont obligatoires, donc je ne le mentionne pas particulièrement, mais voilà, la LSF a été, donc la langue des signes française a été très intégrée dans les parcours. C'était un point important pour nous dans cette réflexion-là, de se dire que dès qu'on pouvait l'intégrer, on le faisait, notamment dès qu'il y avait un choix de langue proposé. On avait aussi des outils de médiation, je vous en ai un tout petit peu parlé, avec vraiment cette réflexion de confort et de facilité d'usage pour tous, dans la clarté des consignes, dans l'affichage des sens mobilisés. Donc je vais le détailler un tout petit peu après. Donc ça a donné lieu notamment à des parcours avec des dispositifs. Donc pour le parcours qu'on appelle en accessibilité universelle, c'est le parcours essentiel. Donc vous en avez un tout petit aperçu ici et je vous le détaille aussi tout à l'heure. Et on a également la boussole qui est un outil numérique, donc type audio guide. Alors c'est une web app que vous pouvez retrouver soit sur votre téléphone, soit sur un téléphone de près. Et là, qui va aussi vous donner accès à des parcours, soit audio, soit vidéo, en fonction de votre volonté. Donc, on a aussi travaillé cette approche voilà, de confort d'usage et de facilité d'utilisation dans le cadre des comités d'usagers. Typiquement, la web app a été testée avec des comités d'usagers de personnes en situation de handicap mental pour s'assurer que l'interface soit bien intelligible par tous. Et voilà, donc on s'est dit que voilà, on faisait au plus simple dans l'ergonomie de ce dispositif-là. Je regarde que je vous ai tout dit. On a également travaillé vraiment sur la question des adaptations. Là aussi, en lien avec l'approche des visiteurs et les pratiques qu'on a pu, nous, soit un peu intuitivement, soit en tout cas pu questionner auprès des publics. Typiquement pour la boussole, par exemple, on a fait le choix de traduire deux parcours, un parcours général en LSF et un parcours qu'on appelle nous décalé, qui avait plus pour but de toucher des publics jeunes adultes, et donc qui a vraiment cette approche de questionner les sujets voilà, à partir de nos collections anciennes et de les mettre en écho avec l'actualité et de parler de citoyenneté, de parler aussi d'écologie. Et donc, notant en fait dans les différents échanges que j'ai eus avec les publics, que les publics sourds, jeunes adultes sont quand même très friands de visites culturelles, de pratiques culturelles, et également très engagés pour la plupart. Alors je fais des généralités, bien sûr, c'est pas du 100%, mais en tout cas c'est ce qu'on a pu constater dans nos échanges. On s'est dit que c'était important d'inclure ces publics-là dans ces traductions, dans ces adaptations. Donc voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais c'est ce que je vous disais, voilà, l'approche tactile, par exemple, on l'a fait pour le parcours essentiel pour le handicap visuel, mais on a aussi proposé dans la boussole un parcours audio décrit sans approche tactile. Alors ça a été vraiment très questionné par nos différents experts en accessibilité avec lesquels on a eu la chance de travailler aussi. Et finalement, suite aux tests de contenu qu'on a pu faire avec eux, on s'est rendu compte que ça fonctionnait très bien. Ils étaient à l'aise avec cette pratique de ne pas avoir de tactile. Et on a construit l'audio-description de manière à avoir quelque chose d'assez vivant et dynamique dans l'approche et de ne pas avoir quelque chose de trop technique. C'était un point important. Quand vous rencontrez une œuvre, vous, personne sans difficulté particulière, vous n'allez pas vous dire « Tiens, c'est une œuvre qui fait 4,37 m sur 5,25 m ». Vous allez vous dire, waouh, c'est très grand. Il y a une approche émotionnelle, il y a vraiment quelque chose qui se passe normalement quand vous rencontrez une œuvre. Et on voulait vraiment replacer ça au centre de nos réflexions de médiation, même adaptées. Donc ça a été vraiment un point important. Voilà, j'ai beaucoup parlé, donc je laisse Cindy compléter le point de varier les approches. Ouais, merci Mathilde. Effectivement, cette diversité des approches dont tu parles et que vous avez mis au cœur de votre démarche au Musée de la Marine, pour moi, elle fait vraiment écho bien sûr, à cette question de l'accessibilité universelle et puis plus largement à une perspective inclusive, puisque c'est l'idée de penser une accessibilité pour tous
et toutes, donnant sa place à chacun, mais une place pensée bien sûr en fonction des besoins spécifiques de chacun. Puisqu'évidemment, l'inclusion ne signifie pas simplement de mettre une personne en situation de handicap au milieu d'un groupe de visiteurs, en ce qui nous concerne, valide, mais c'est bien de proposer un environnement qui soit adapté à chacun et surtout qui permette une expérience avec un degré de satisfaction équivalent aux autres visiteurs. Donc c'est essentiel de partir du besoin de l'individu, mais aussi d'être très au clair sur l'intention de la médiation, sur l'objectif en tant que concepteur, puisque c'est vraiment ce degré de satisfaction qui est au centre et pas l'expérience, le mode d'accès stricto sensus. L'accessibilité universelle, elle est évidemment centrale et je dirais même plus la création d'un environnement dit capacitant, non pas une expérience, donc, comme je le disais, similaire et similaire pour tous et toutes, mais l'idée d'un environnement qui permette à chacun d'activer ses capacités, ses capacités. Et donc, on est un petit cran au-delà de l'accessibilité, qui serait vue dans une perspective normative, mais qui s'ajoute l'idée que la personne soit actrice de son action. Donc, la notion d'environnement capacitant, elle est issue du champ de l'ergonomie. Je l'emprunte à notamment Pierre Falzon ou Fanny Le Morellec, que je cite ici dans cette slide. Et c'est un concept qui est aussi mobilisé en sciences de l'éducation, en ergonomie, en pédagogie, et je pense qu'il pourrait être très utile à mobiliser dans la question de la médiation numérique. Comme je le disais, l'environnement capacitant, la notion d'environnement capacitant, elle s'appuie sur les principes de l'accessibilité universelle. Et si tu peux passer la slide suivante, Mathilde, s'il te plaît. Voilà. Celle d'après. Voilà, donc là, je vous ai mis un petit schéma qui est issu également de la thèse de Fanny Le Morellec que j'ai citée, la slide d'avant, qui permet de vraiment pointer la diversité des utilisateurs et la diversité des besoins et des spécificités à prendre en considération quand on pense la conception d'un outil, quel qu'il soit, que ce soit numérique ou non. Et évidemment, c'est cette diversité qu'il faut avoir en tête quand on réfléchit une conception, que ce soit de dispositif ou de scénographie de manière plus générale. Voilà. Et la question d'activation des capacités, elle est aussi importante puisqu'elle questionne aussi la question de l'autonomie. Elle questionne la thématique de l'autonomie, puisque finalement, l'idée est de permettre à chaque personne de mobiliser de la manière dont il le souhaite les ressources disponibles. Finalement, ce n'est pas l'autonomie pensée comme faire seul, mais plutôt comme l'autonomie de choix, la liberté de choix dans la façon dont on se saisit d'un outil, d'une ressource, d'un dispositif. Voilà pour moi sur ces notions-là. Oui, ça me permet de rebondir en effet sur la question de l'autonomie. J'en ai un peu touché 2 mots, donc c'est vrai qu'on s'est posé la question, ce qui du coup a permis de traduire nos dispositifs numériques avec du coup en collaboration avec le scénographe qui est Kassenman. Je vous ai mis un peu les noms sur le diapo pour j'aurai pas le temps de citer tout le monde, voilà, de toutes les personnes qui ont contribué et à l'accessibilité et au travail du numérique au sein du parcours de Paris, en soutien avec notre travail. Et donc voilà, donc concrètement, du coup, formellement, dans cette recherche d'environnement capacitant, comme le disait Cindy, et d'avoir voilà, un objet en même temps qui génère un attrait pour le visiteur tout au long de son parcours. Donc, je vous donne l'exemple du dispositif essentiel, qui a été travaillé de manière, du coup, à avoir toujours le même format. Donc, on a une table avec, du coup, 2 sièges qui sont mobiles pour permettre un accès aux personnes en fauteuil. Mais alors 2 sièges parce qu'on a constaté, nous, que les personnes en situation de handicap viennent rarement seules au musée. Donc voilà, d'où cette question d'autonomie dont on se parlait. Mais du coup, ça a généré aussi des questionnements entre nous, de se dire, voilà, est-ce que la médiation, finalement, c'est pas retrouver le public autour d'un même support et de favoriser un temps d'échange. Donc voilà, cette volonté d'autonomie et de venir à 2, en tout cas au musée, pour pratiquer le dispositif, a aussi questionné notre format de médiation.
Et en tout cas, voilà, donc formellement, on a cette table de 2 chaises, un cartel qui va expliquer le contenu qui va être abordé, qui est traduit du coup en braille, donc au devant de la table. Donc ça fait partie des choses qui ont été validées en termes d'approche. Un dispositif à manipuler. Et donc, pourquoi on vous parle de ces dispositifs essentiels dans un cadre numérique, c'est qu'il est toujours accompagné d'un écran qu'on appelle écran d'accessibilité, avec 2 casques et également des prises jack, puisqu'on sait que certains publics, notamment publics en situation de handicap mental ou publics avec troubles du spectre autistique, par exemple, ne vont pas vouloir prendre les casques sur place. Donc voilà, il y a aussi des prises jack pour pouvoir venir avec son propre matériel. Et donc ce dispositif numérique, il a vraiment pour but de favoriser l'autonomie, puisqu'il contient en fait les différentes adaptations qui vont être du coup utiles pour les publics en situation de handicap mental. Du coup, on a une interface en FALC, une proposition de contenu en FALC. On a un propos en LSF également, pardon, et un audio, alors qu'on a voulu en audio description scénarisée. Alors ça, c'était une proposition du scénographe qui permettait justement de ne pas avoir cette approche trop formelle et de permettre de réunir les publics au sein d'une même expérience. Donc, pour aller très vite, puisque je vois que le temps file à toute allure, je voulais quand même vous présenter un peu les nouveautés qu'on a mis en place dans le cadre de ces dispositifs, puisqu'on a travaillé vraiment sur l'ergonomie. On a fait quelque chose d'assez simple. Donc, je vais essayer de vous mettre pause tout de suite. Voilà. Donc, ces 4 parcours dont je vous parlais. Alors, il y a l'audio français qui est en fait aussi de l'audio-description. Donc, on a mis le petit picto, mais au moins, ça, voilà, c'est un audio qui est accessible à tous. Facile à lire et à comprendre, donc pour le FALC, dans langue des signes française et une traduction en anglais. Et donc, le positionnement, en fait, je vais vous montrer de ce côté, le positionnement de cette interface est tel que, du coup, vous avez des encoches qui sont présentes tout autour de l'écran et qui permettent un accès en autonomie pour une personne avec une déficience visuelle, puisque vous avez des retours audio et que, du coup, tous les boutons, toute l'interface a été conçue de manière à ce qu'il se passe toujours quelque chose. Si vous cliquez ici, par exemple, vous allez entendre en retour audio le casque qui vous dit « accueil ». Et donc, vous savez que vous êtes au niveau de l'accueil. Et voilà, vous ne pouvez pas vous perdre grâce à ces 4 petites encoches. Donc, le premier qui va être sur la lecture. Donc, le mot, c'est lecture qui est cité, que vous cliquiez ici ou que vous cliquiez ensuite, puisque, hop, je vous montre, pardon, puisque vous vous retrouvez du coup dans l'interface avec le lecture ou pause. Et là, vous avez les 2 encoches qui correspondent au bouton volume. Alors, je vais essayer de le mettre en plein écran. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Et donc, la volonté qu'on a eue aussi, c'est de se baser sur les usages des personnes en situation de handicap pour renforcer le confort d'usage de l'écran. Et donc, on a proposé un certain nombre de réglages que vous allez voir. Hop, un peu plus tard, voilà. Donc, les réglages, vous avez une proposition de police pour adapter pour les personnes dyslexiques, une inversion des contrastes et augmentation et diminution de la taille. Alors, on n'a pas été en mesure de faire une augmentation et une diminution de la taille aussi large que ce qui est possible sur un téléphone, puisque là, on a une zone de texte fixe, on ne peut pas scroller. Mais voilà, dans l'idée, on a proposé cette nouvelle ergonomie-là. Donc ça, c'est pour les personnes en situation de handicap visuel. Si j'arrive à sortir sans tout casser. Hop. Ensuite, je ne sais pas si vous voyez toujours mon écran, mais on a du coup une interface pour le handicap mental avec, notamment parce qu'on l'a vu lors des tests usagers, la possibilité de retirer les images associées au texte, parce que les accompagnateurs ont noté que quand il y avait une image, le public focalisait vraiment dessus et oubliait d'en regarder l'œuvre qui était à côté. Donc c'était important pour nous d'avoir cette option-là si l'accompagnateur souhaite la retirer ou même le public. Et là aussi, sur le texte avec la police dyslexique et l'augmentation et la diminution du texte. Point important, du coup, l'interface a aussi été testée dans les cadres des comités d'usagers. Et on s'est questionné sur est-ce qu'on fait une approche 100% audio ou est-ce qu'on rajoute quand même le texte. Et en fait, le texte, même pour les publics mauvais lecteurs, était très rassurant. Donc, on a fait le choix de conserver le texte au sein du parcours pour les publics qui ont exprimé le besoin. Et enfin, l'interface LSF. Et donc, cette interface-là, on l'a proposée avec le possible retrait des sous-titres. Donc, hop,
Ça va vous le montrer. Voilà. Parce qu'on sait que certains publics qui signent très bien et qui ont des difficultés de lecture peuvent être gênés par ces sous-titres-là. Et à l'inverse, les personnes qui signent depuis peu enfin même les personnes qui signent depuis longtemps, mais bon, certains préfèrent avec et certains préfèrent sans sous-titres. Donc voilà, on a essayé de penser à tout le monde. Et donc du coup, ce que disait, voilà, sur la partie environnement capacitant, voilà, on a essayé d'aller vraiment au bout des choses. En revanche, ce qu'on voit, c'est que comme ce type d'interface-là, de réglage particulier, n'est pas très connu des publics en musée, en tout cas, c'est connu dans les pratiques de smartphones individuels, mais au musée, pas particulièrement. Donc, à moins qu'on ait des curieux qui vont fouiller dans les réglages, ça arrive. Forcément, il faut que nous, on travaille vraiment sur de la communication à l'accueil et au sein du site internet, par exemple, pour mieux faire connaître. Et puis aussi de montrer ce qu'on est en capacité de faire au musée pour que peut-être d'autres musées s'en inspirent et que ça devienne l'usage, tout simplement. Est-ce que j'arrive à passer à la suite? Je vais arrêter le partage et recommencer puisque je crois que je me suis fait coincer dans le Google Drive. Pardon. Hop. Je continue là-dessus. Oui, donc j'en ai parlé des différents registres, mais je vais vous montrer quand même ce que ça donne au niveau. Hop. Pardon. Hop, hop. Voilà, au niveau des formes, formellement, donc je parlais du texte de Jacqueline Edelman et des registres. Voilà, donc on a des propositions très poétiques, comme vous pouvez le voir à gauche, des choses 100% numériques avec un petit jeu de recherche, et puis des choses plus en lien avec les œuvres, alors des reproductions d'une œuvre toujours à proximité. Voilà pour ce qu'on a proposé en termes de dispositifs de médiation. Et enfin, moi, je voulais vous parler rapidement de la vague immersive et des installations immersives dont je parlais en introduction. Donc, on a une vague et une coque. La coque est à l'entrée. Et donc, voilà, on s'est vraiment questionné aussi sur cette approche, puisque le numérique peut aussi être présent sur ces grandes installations-là. Et donc, on a vraiment des objectifs de plus-value dans l'expérience du visiteur, puisque la coque, elle est là vraiment pour immerger le visiteur dans nos collections, lui faire un peu oublier le monde parisien. Et la vague, elle est là pour vraiment créer des émotions, susciter l'imaginaire autour des tempêtes et des naufrages. Et donc, forcément, on est sur des installations qui vont être, voilà, il va manquer des choses pour certains publics. Donc, dans la coque, par exemple, on a proposé un banc avec de l'infrabasse pour avoir une vibration qui renforce l'immersion. Et on a également proposé pour les publics avec hypersensibilité une salle dédiée pour l'apaisement, pour voilà, si vous êtes trop stimulé dans le cadre de ces immersions-là ou même tout au long du parcours, vous pouvez prendre un temps de pause. Voilà pour moi. Sur cette partie. Et donc, je ne sais pas, Cindy, si tu veux compléter sur la partie de ce que je viens d'évoquer. Sinon, je clôture rapidement sur la question de l'accessibilité et de l'inclusion. Donc, on se rend bien compte que ça fonctionne bien en termes d'expérience commune. On le voit hein, dans ce qu'on note en termes de retour des visiteurs et même ce qu'on observe. En revanche, on se rend aussi compte que voilà, l'inclusion, elle a cette difficulté-là pour la LSF, par exemple, on a des parcours qui sont beaucoup trop importants, beaucoup trop longs, donc il faudra sans doute qu'on travaille sur des parcours dédiés avec des pratiques de visite qui sont différents, avec une volonté d'avoir une approche beaucoup plus sur l'anecdote, sur les contenus plutôt différents que ce qu'on a proposé. Donc ça fait partie des choses qu'on n'a pas pu mettre en place pour la réouverture parce que c'était trop long à faire et humainement, on n'était pas en mesure de le faire. Et bien sûr, je ne pouvais pas, moi, parler de numérique sans parler de maintenance, puisque c'est vraiment ce qui est notre grosse problématique au quotidien, et notamment de ma collègue en charge du numérique. Voilà, donc c'est aussi important de bien anticiper ces points-là, de ne pas avoir en solution d'accessibilité uniquement le numérique parce que c'est pas fonctionnel, et puis de mesurer l'impact que ça a et pour les équipes et pour le côté aussi économique de tout ça. Voilà, donc l'anticipation est la clé, évidemment. Voilà, Cindy, je te laisse rajouter des petits points. Je ne sais pas si tu m'entends toujours. Ah, je vois plus Cindy. Voilà, ben je pense que j'ai terminé. Je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle ou si Cindy veut compléter.
C'est bon? Sinon, je relais les questions. Je vais relayer les questions si on n'arrive pas à se connecter. C'est bon? Je vais vous relayer peut-être une ou deux questions en attendant. On en a une première qui concerne les outils en Falck. Savoir si au-delà de l'équipe interne du musée de la Marine, vous aviez fait appel à des relecteurs extérieurs. Donc c'est une question pour Mathilde. Oui, oui, tout à fait. Alors, on a travaillé, c'est vrai que dans le temps imparti, c'était difficile de vous détailler toute la méthodologie. Donc, on a travaillé avec Caroline Jules pour les dispositifs essentiels dans la rédaction. On a co-rédigé ensemble. Et ensuite, on a fait appel à plusieurs ESAT pour les tests. Voilà. Donc, c'était pas possible de le faire in situ à l'époque parce que les tests, le bâtiment n'était pas du tout prêt et pas en capacité d'accueillir des publics. Mais on a fait des simulations sur l'interface, en tout cas, dans nos bureaux. Et le parcours, le contenu a été testé par plusieurs ESAT formés au Falck. Et suite à ces relectures, est-ce que vous avez eu des choses à reprendre? Quels ont été ces retours, justement? Alors, sur la partie contenu, oui, évidemment, on a toujours des retours sur comment définir les choses ou raccourcir certaines parties. On avait, par exemple, été vraiment plus dans le détail sur le rôle de certains personnages historiques ou quoi que ce soit. On s'est d'ailleurs rendu compte, notamment dans les publics pour lesquels on a testé l'interface qui n'était pas formée au Falck, qu'elles avaient eu une énorme capacité pour retenir beaucoup d'informations. Ça avait pas mal surpris certains de leurs accompagnateurs qui, comme ils étaient un public non lecteur, n'avaient pas forcément mesuré la capacité qu'ils avaient d'attention, d'écoute et de retenir l'information. Donc, mais voilà, sur la partie effectivement contenu, bien sûr, comme toute méthode Falck écrite ou sur format papier ou format numérique, on a eu des reprises. Alors, j'ai plus trop, à part cette question des personnages ou de rajouter des définitions de certains mots. En revanche, sur l'interface, c'est ce que je vous disais, on s'est rendu compte que l'image posait problème, qu'elles avaient vraiment très envie de pouvoir réécouter plusieurs fois. Donc, on a revu l'interface pour pouvoir faire un rejoué. Donc, en fait, c'est à elles, comme sur un livre, de tourner la page. C'est aux testeuses, parce que c'était des femmes, pour le coup, avec lesquelles on a testé l'interface, ont eu cette volonté de vouloir tourner les pages elles-mêmes. Donc, c'est pas, contrairement à l'audio-description scénarisée, par exemple, un déroulement automatique. Voilà. Donc, il y a eu des petits points comme ça d'ajustement. Merci. Et une autre question qui concerne la phase post-installation et mise en œuvre. Est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de faire de procéder à des évaluations de vos outils inclusifs? Alors non, pas encore. On est ouvert depuis un tout petit peu plus d'un an, donc voilà, on attendait d'avoir du recul et on espère que ce sera possible en 2025, puisque comme je vous le disais, nous, les études ne dépendent pas de notre département, c'est géré par l'Observatoire des publics et le département marketing. Donc nous, on a émis le souhait de pouvoir réévaluer ce parcours-là pour vérifier qu'il soit bien efficace à tous les publics concernés. Pour tous, pardon. Et donc voilà, on attend avec impatience de pouvoir le faire. Merci. Si on n'a pas de questions supplémentaires sur cette intervention, on va revenir un petit moment peut-être sur l'introduction par notre grand témoin. Donc c'est une question pour Bella Lotto-Ifler. Quelqu'un qui voudrait en savoir un peu plus sur le lien que vous faites ou qui existe entre l'exploitation minière et les viols au Congo. Oui, voilà une jolie question. Alors, la question c'était quel est finalement est-ce qu'on peut clarifier le lien entre... D'accord. Alors, pour aller assez rapidement, ce qu'on peut dire, c'est que la question, le lien a été fait parce que vous savez que ça fait à peu près 3 décennies que la RDC vit des conflits assez terribles
Et effectivement, le viol est une arme de destruction massive. Alors, ça a été redécouvert dans le cadre de conflits relativement récents dans le monde, comme vous le savez. En fait, on est toujours très étonné, mais finalement, c'est définitivement une arme de destruction massive. Le lien, c'est qu'en fait, le viol sert aux soldats de différentes franges à déplacer les populations. Alors déjà, à assouvir des besoins... Donc, voilà. Mais c'est surtout le but est de déplacer des populations. Donc en fait, quand on s'attaque à la chair directement de cette façon-là, à travers une femme par exemple, mais c'est malheureusement pas que les femmes qui sont victimes, hein, c'est aussi les enfants, aussi certains hommes et jeunes hommes. Quand on s'attaque donc à une femme par exemple, on a effectivement l'assurance quasi certaine que des personnes de sa famille vont la rejeter, en fait, tout simplement. Donc, en fait, elle va être, je dirais, excommuniée par sa propre famille, son propre entourage. Et donc, ça permet aussi de détruire complètement le lien social des différentes populations. Et donc, c'est comme ça qu'on peut dire que comment on peut expliquer cet objectif. Après, effectivement, ces viols ont l'habitude sont observés dans des dimensions absolument colossales. J'avais donné un chiffre tout à l'heure qui est assez terrible. Et puis, je voulais juste en profiter aussi pour citer une association qui est vraiment formidable et qui s'appelle Génération Lumière, qui est une association lyonnaise et qui s'occupe de cette question, qui s'intéresse à cette question de près. Alors, il y a beaucoup de personnes issues de RDC qui en font partie, mais pas seulement. Et c'est une association qui permet effectivement de mettre en avant cette problématique-là. Alors, pas seulement la problématique du viol, mais la problématique tout simplement de la violation des droits humains de différentes façons. Et n'hésitez pas, si ce sujet vous intéresse, entre guillemets, à vous rapprocher de cette association qui est définitivement formidable et qui n'a pas forcément beaucoup de moyens, mais qui est vraiment très intéressante, à travers notamment son président, David, qui fait aussi beaucoup de conférences sur ces sujets-là, donc qui l'explique bien. Et puis en tant que ressortissant et en tant que personne originellement concernée, c'est souvent plus intéressant que d'entendre parler de ça de la part d'une personne blanche comme moi qui n'a pas vécu ce genre de situation. Ceci dit, je ne m'interdis pas de parler de choses, même si je n'y suis pas allée forcément. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais je suppose que peut-être que oui. Merci beaucoup. Entre-temps, on a reçu une dernière question pour Mathilde et le musée de la Marine sur comment est-ce que vous avez défini ou anticipé la durabilité, la pérennité de vos installations. Est-ce que vous avez déjà réfléchi? Alors, c'est une question à la fois sur le plan technique, matériel, mais aussi peut-être plus largement sur les contenus. Est-ce que vous avez prévu de les faire évoluer à court ou moyen terme? Alors, c'est vrai qu'on a travaillé, peut-être pour rentrer un peu dans le détail, sur une organisation interne au musée. Il y avait une équipe dédiée au projet avec lesquelles on a été consulté sur toutes les questions de médiation et d'accessibilité, et notamment de médiation numérique. Et donc, du coup, dans les échanges qu'on avait eus, notamment aussi avec le scénographe, sur les conseils du scénographe, d'essayer de travailler sur des supports et des dispositifs qui ne soient pas trop technologiques, c'est-à-dire qu'on a quelques éléments qui utilisent vraiment des technologies particulières comme les Kinect. On a un dispositif de jeu de pont, par exemple, où vous découvrez les jeux à bord d'un paquebot qui utilise ce dispositif-là un peu particulier, qui est un peu plus technologique que d'un simple écran. Mais sinon, pour le reste, effectivement, on a essayé d'être sur des outils le plus simple possible pour avoir de l'évolutif. Alors, un point sur lequel nous, on n'a pas été consultés et qui pourrait, qu'on n'aurait sans doute pas... après, tout est une question de budget toujours, donc je dis ça sans vraiment recul, mais je pense qu'on n'a pas le back-office actuellement
dispositif essentiel, par exemple. Donc, si on a une volonté de modifier le contenu, il faut forcément repasser par le producteur de la société de production. Donc ça, c'est quelque chose qui fait qu'on a moins la main sur l'évolution des contenus, mais ça reste possible et c'est des choses qu'on se permettra de faire au fur et à mesure du temps aussi parce qu'on est un musée de société, hein, donc il faut qu'on reste en lien avec l'actualité. Donc je pense que ça se fera plus par les audiovisuels avec potentiellement la mise à jour des interviews, les choses comme ça. Et la boussole, typiquement, fait partie des outils qui sont complètement malléables, qu'on peut complètement faire évoluer avec le temps. Et c'était important pour nous aussi de pas avoir forcément une application mobile. La web app permet, je pense, d'évoluer plus durablement. Là aussi, je suis pas chargée du numérique. Ma collègue Chloé Chespoul aurait pu répondre peut-être mieux que moi, mais voilà, d'avoir quelque chose qui soit peut-être plus pérenne et sans lien avec l'OS du téléphone qui va être mis à jour tous les ans, etc., etc. Donc voilà, c'est peut-être plus comme ça qu'on a raisonné sur le moment. Et avec vraiment ma petite connaissance sur cette thématique-là, puisque je ne faisais pas partie des personnes qui ont décidé sur les modalités numériques à proprement parler. Donc, je ne sais pas si ça répond, mais voilà. Je ne sais pas si on a d'autres questions ou si on peut avoir un mini-temps, puisque je crois qu'il y avait Cindy qui a eu un problème de micro et qui fait qu'on n'a pas pu conclure sur sa partie. Donc, je ne sais pas si on peut la faire réintervenir un instant ou si c'est trop tard. Je pose la question. Oui, on peut, tout à fait. On va lui redonner la parole quelques minutes. Pas de souci. On va se connecter. Parce que... Vous m'entendez? C'est pas possible. Oui. Vous ne m'entendez pas? Si, on vous entend bien. Si, on t'entend. Ah, okay. Je te partage juste l'écran pour que tu puisses savoir ta slide. C'est tout simplement que frustrant puisque vous m'avez redonné la parole en fin de présentation et mon micro ne fonctionnait plus. Donc moi, je vous entendais. Et il nous restait simplement une petite slide pour finir sur une considération un petit peu plus générale sur les enjeux, puisqu'on parle beaucoup de techniques, de conception de dispositifs, mais évidemment, il faut pas oublier que derrière, les enjeux concernent directement, évidemment, en premier lieu les personnes concernées et sont avant tout des enjeux de reconnaissance et d'estime de soi. Et je m'appuie notamment sur les travaux d'Henri-Jacques Sticker d'une part, et d'autre part de Anis Chabert, qui est une chercheuse concernée directement par la question du handicap et qui nous permet de repenser en fait cette question de l'accès et pas uniquement de l'accessibilité. En fait, elle va au-delà de la norme, puisqu'elle dit très justement, l'accessibilité n'est pas qu'une question de logo et de porte large. Elle replace au centre de ses réflexions la symbolique de l'accès, dans le sens vraiment du chemin, puisqu'avoir un accès ne suffit pas, il faut avoir un accès digne. Donc on revient sur l'idée dont je parlais au départ,